Et donc on a le plaisir d'accueillir le professeur Gilles Berru, qui est professeur de gériatrie à Nantes et qui va faire une intervention sur faut-il développer le paradigme fonctionnel pour répondre aux défis du vieillissement dans les établissements de santé. Gilles, tu vas expliquer le titre, hein? Enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... C'est toi qui me l'as donné. Non, je sais. Je vais m'expliquer. Je vais d'abord essayer d'ouvrir la présentation. C'est un concept très lourd. Voilà. Alors, le défi de l'hospitalisation, c'est de répondre à l'égal accès des soins de qualité pour tous, quelles que soient leurs conditions. C'est un peu la ligne de mire. Voilà. De temps en temps, on y arrive. De temps en temps, on est un peu plus loin. De temps en temps, on est vraiment très loin. Et c'est vrai qu'en gériatrie, on est assez souvent très loin. Et en plus, à une époque où on nous demande l'efficience de nos actions, survient la mutation démographique, où c'est au plus mauvais moment finalement que survient une contrainte particulièrement aiguë des moyens. Il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Il y a aussi, je pense, un gain en compétences des administrations en termes de comptabilité, etc., qu'on n'avait pas avant. Alors ça a des effets irritants, mais ça a aussi des effets bénéfiques. Mais en tout cas, c'est exigeant. Et nous affrontons cette difficulté avec dans nos mallettes, donc comme boîte à outils, comme perception intellectuelle des choses, ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris, c'est, devant une réalité quelle qu'elle soit, à la considérer à travers le paradigme hippocratique. C'est-à-dire qu'une personne dans une situation quelle qu'elle soit, on doit trouver les maladies qui sont sous-jacentes à cette situation. C'est vraiment le travail du médecin et ça reste indispensable. Et que les maladies ayant une cause, on doit essayer de les comprendre dans leur économie propre. Que pour chaque traitement, que chaque maladie, on doit chercher un traitement qui lui est spécifique. Et c'est tellement compliqué avec l'augmentation des connaissances qu'on a été obligé de faire une hyper-spécialisation et de segmenter le réel de quelqu'un en problèmes de maladie et de thérapie. Et d'autre part, ça fait partie du paradigme hippocratique, c'est un peu latéral au sujet, mais c'est quand même le contrat moral qui fait qu'on arrive à faire de la médecine, une certaine confiance et une bienveillance. Donc, ceci entraîne que la maladie est le centre du savoir, que la répartition du savoir par spécialité qui s'est centrée sur des organes et des systèmes avec comme idée de pouvoir répondre de manière la plus compétente possible à chaque maladie. Et donc, nous avons nos hôpitaux qui sont distribués depuis pas mal de temps en services, ou alors on peut appeler tout ce qu'on veut dans les termes, qui sont finalement centrés par spécialité, dans les spécialités par maladie, etc., etc. Et on a une classification internationale des maladies qui vient construire le registre de ce regard hippocratique et pour essayer de gérer les moyens financiers, eh bien, on va utiliser une relation entre la classification par maladie et les budgets qui vont être alloués. Donc on a vraiment un système qui est bien structuré, on va dire même bien contraint. Et le patient doit prendre une décision dans ce contexte-là qui va être évidemment centré sur la maladie. Il n'y a pas trop le choix finalement, et avec une obligation d'information et de consentement. Et le but de ce bel édifice intellectuel, c'est de permettre à l'individu d'être sans maladie. C'est le but. Donc le cœur du métier,
le cœur du métier, c'est de s'occuper de la maladie. Et puis alors, autour, il y a des structures d'appui, d'étayage, pour faire ce travail sur la maladie. Je vous décris la réalité d'aujourd'hui, avec des services administratifs, une hôtellerie, des équipes mobiles qui viennent fureter comme des abeilles de fleur en fleur, visitant chaque service, un service social qui essaye de trouver sa place au milieu de tout ça, sans trop déranger la prise en charge de la maladie, et puis diverses activités transversales dès qu'il y a une idée nouvelle sur la nutrition, etc. Donc voilà. Mais on a un problème. On a un problème parce que on a une modification en fait socioculturelle qui est très importante, avec une relation à l'information qui s'est complètement changée. Les patients ne sont pas porteurs d'une maladie, mais sont porteurs de maladies chroniques, avec une dimension de désavantage social qui devient de plus en plus prégnant, un allongement de l'espérance de vie qui fait que le niveau d'association de maladies chroniques pour le même individu augmente, et puis qu'on a de nouvelles formes de vulnérabilité qui se superposent à l'augmentation du nombre de personnes qui sont soumises à une précarité sociale, culturelle, voire à une grande pauvreté. C'est un paysage de fond qu'on connaît très bien. On a dans mon petit département 25% des personnes sont au-dessous du seuil de pauvreté. Une ville comme Saumur, on est à 45% des personnes ayant moins de 700 € par mois. Voilà. Donc on est dans un paysage, quand on le regarde, pour lequel il va y avoir forcément une relation entre ce paysage social, l'augmentation des coûts pour essayer de vivre normalement. Quand on a 700 € par mois, la proportion donnée au téléphone portable est considérable. Mais comment vivre sans téléphone portable, etc., etc. Donc le niveau de consommation obligé pour essayer d'être un peu inséré augmente. Et tout ceci va retentir évidemment en termes de santé. Alors, certaines réflexions se font jour depuis un certain temps. C'est une réflexion qui a une dizaine d'années aux États-Unis, qui est d'intégrer peut-être sur l'ensemble des prises en charge médicales un savoir-faire que certaines spécialités ont développé parce qu'elles sont indissociables de leur pratique. Et on peut citer le savoir-faire de la médecine physique et de rééducation à penser la personne dans sa globalité, la psychiatrie qui, dans certains aspects, en particulier institutionnels, s'est équipée de travail pluriprofessionnel pour essayer de prendre en compte la personne. Une personne qui présente une schizophrénie, il ne s'agit pas simplement de la prescription d'un neuroleptique et le renouvellement de l'ordonnance, c'est tout un accompagnement global de la personne dans sa trajectoire de vie, entre autres, par exemple. Et puis la gériatrie, ça fait partie de notre savoir-faire commun, et on se heurte tous à l'effet tubulaire des spécialités, à l'organisation à la fois budgétaire, administrative, organisationnelle, intellectuelle, jusque dans les publications qui font qu'on est par spécialité. Et il y a eu aux États-Unis un groupe de pression qui est le monde du handicap, qui s'est en fait très structuré avec les blessés de la guerre du Vietnam et qui est devenu un vrai lobby de pression sur les États et sur la Fédération des États pour faire valoir en fait la spécificité de la perte d'autonomie. Et ça a eu des effets en fait sur une reconnaissance en fait de la difficulté du handicapé, non pas en termes de maladie causale, mais en termes de fonction. Alors, bon, la théorie de Wood de 1946 est un peu loin. En 2001, il y a eu la classification internationale des fonctions, qui est un véritable pendant parallèle à la classification internationale des maladies, où on va reconsidérer le paysage de la personne à travers les fonctions et non pas uniquement à travers les maladies.
Et puis, en 2006, la reconnaissance par l'ONU de la remise en fonction comme le but de l'intervention, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour que les personnes soient sans maladie, mais on est aussi là pour que les personnes soient remises en fonction. Alors c'est la fonction de mobilité, etc., mais c'est aussi la fonction sociale, c'est-à-dire c'est le concept OMS de la santé psychosomatique et sociale de la personne qui va être reconsidérée à travers la fonction. Alors dans ce paradigme fonctionnel, il est évident que le patient est avant tout un citoyen, si on parle en langage français, c'est-à-dire quelqu'un qui a des droits, qui est là, qui est vraiment un partenaire, et qui n'est pas là que pour attendre, ce que sous-entend le terme patient. Il est aussi une source d'information considérable. Il est la source du projet personnalisé, c'est évident. Et nous, on l'a dans notre pratique quand on essaye de le mettre en place ou qu'on a la possibilité de le faire. Et il est constructeur de la décision, c'est-à-dire que tout à l'heure, le médecin devait prendre la décision de prescrire. Il avait le devoir d'expliquer au patient ce qu'il risquait avec son traitement, mais c'est tout. Même la personne de confiance n'est pas là pour orienter le traitement, il est là pour informer. Le médecin décide dans le paradigme hippocratique. Dans le paradigme fonctionnel, le médecin négocie avec un partenaire qui est le patient. Donc le médecin devient un conseiller, éducateur, accompagnant, soucieux de la prévention, dans un contexte de protection de la santé dans tous ses aspects, et qui hiérarchise en fait la prise en charge autour de la remise en fonction. Quand je vous dis ça, vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est normal parce que vu que le contrat c'est je passe 10 minutes, je reçois un chèque et ça me permet d'avoir un remboursement du paiement à l'acte sur une prise en charge de médicaments, tout ceci devient hors de propos, devient un peu une sorte de rêve utopique. Mais en fait, on peut, et on le vit déjà dans nos quotidiens, le reconsidérer à travers le pluriprofessionnel. Tout à l'heure, on parlait des déserts médicaux, par exemple. Bien, la réponse aux déserts médicaux n'est probablement pas la venue d'un médecin. Et donc ça, c'est très compliqué, évidemment. Puisque sur 100 étudiants qui rentrent en PCEM2, c'est-à-dire qui ont eu le concours, il n'y en a que 50 qui vont travailler auprès des soignants. Donc on a fait un numerus clausus en considérant qu'il y avait 100% qui allaient travailler, il n'y en a que 50. Donc il n'y aura pas les médecins, et donc il va falloir qu'on retravaille différemment et avec d'autres partenaires, d'autres professionnels. Alors, quand je parle du modèle fonctionnel, il ne s'agit pas de dire, voilà, il y a l'abominable modèle hippocratique, nul, ringard et facho, et puis on a le modèle fonctionnel paradisiaque. Non. En fait, le modèle hippocratique est évidemment la source d'une connaissance irremplaçable et qui permet une efficacité thérapeutique, voilà. Mais en même temps, on a des personnes qui, quelquefois, sont tellement fonctionnelles qu'on ne voit pas trop, finalement, comment elles peuvent rentrer dans le cadre hippocratique. C'est l'expression habituelle. « Oh, c'est énervant, c'est vieux aux urgences, ils n'ont rien à faire là. » C'est une hospitalisation non pertinente. C'est-à-dire que les patients ne sont pas là pour être servis à l'hôpital. Ils sont là pour servir le modèle de l'hôpital. Et quand ils ne rentrent pas dans le modèle de l'hôpital, ils ne sont plus pertinents. Ce qui est une absurdité totale, évidemment. C'est à l'hôpital d'imaginer comment devenir pertinent pour certains patients. Mais on a une sorte de graduation. La personne qui arrive avec un infarctus aux urgences, ben c'est sûr que c'est un modèle nosologique, on se fiche complètement du reste. La personne qui arrive avec un ganglion, c'est une maladie d'Hodgkin, c'est nosologique et en avant. Alors il peut y avoir des aménagements, mais c'est ça. Mais la mamie qui vient dans l'année pour sa 5e chute, qui a des petits soucis de partout, etc., bref, notre quotidien, c'est sûr que l'hospitalisation n'est pas pertinente dans un modèle hippocratique, mais elle est très pertinente dans un modèle fonctionnel. Et donc on va avoir des personnes qui seront complètement fonctionnelles, des personnes qui seront complètement nosologiques et des personnes un peu entre les deux. En fait, il va falloir que l'on reconsidère notre prise en charge et notre réflexion. Vous savez, l'ancien paradigme, je prends
les signes, je les regroupe en syndromes et qui me conduisent à la maladie. Ben, si on prend un peu ce chaînage intellectuel, on va continuer. Normalement, ça conduisait, la syndrome conduit à la maladie et au test pour faire le diagnostic. Ben, moi, je vous propose de continuer cela en disant, et après, on redécompose tout pour le reconstruire sur le mode fonctionnel. Donc, on part avec plusieurs maladies et un contexte, et on repart avec un projet fonctionnel de remise en fonction. Et dans ce cas-là, l'hôpital n'est plus au milieu, ce n'est plus, dans ce cas-là, la prise en charge de la nosologie, mais c'est la remise en fonction. Et dans ce cas-là, l'acte ambulatoire qui nous est demandé de faire à 70% dans les hôpitaux après une réduction de lits de 30%, et qui va accueillir la vieille dame un peu perdue, aveugle, avec un orteil en moins, qui a un diabète et qui vient pour ce que l'on veut, elle doit ressortir le soir même. Donc on voit bien que le cœur de l'hôpital de demain doit être la remise en fonction. Et dans ce cas-là, le geste pour lequel elle vient, nosologique, va se retrouver finalement, c'est lui qui va se retrouver latéral finalement à la prise en charge. Avec évidemment des typologies où on a des personnes qui sont à l'évidence fragiles, et donc c'est facile dès l'entrée de se dire bah, tiens, ils sont fragiles, et il y en a d'autres qui ont un masque plutôt sympathique, mais qui sont très fragiles, mais ça ne se voit pas tout de suite. C'est l'éternel problème de l'iceberg qu'il va falloir gérer en même temps. Si on n'a pas finalement au cœur de la prise en charge le modèle fonctionnel, eh bien évidemment, on reste comme aujourd'hui sur la partie visible de l'événement aigu, avec toutes les difficultés que l'on a pour bien utiliser les moyens que l'on nous donne. Donc, remise en fonction, finalement, dans une hypothèse d'un hôpital avec beaucoup de personnes âgées qui viennent et 70% de soins ambulatoires, on se rend compte que finalement, le point d'achoppement qui doit être réfléchi dès l'entrée, c'est comment la personne sort, dès l'entrée en fait. Alors, ça rejoint les préoccupations aux États-Unis du fameux amendement sur les 30 jours de hospitalisation. Bref, petit rappel, aux États-Unis, pour les patients qui sont à l'assurance Medicare, quand ils sortent d'hospitalisation et qu'ils sont réhospitalisés dans les 30 jours, c'est considéré comme une mauvaise prise en charge initiale par l'hôpital. Et donc, au lieu que l'hôpital touche, par exemple, les $1000 qui correspondent à l'hospitalisation, ils vont ne toucher que $700 parce qu'il y a eu une réhospitalisation, une sorte d'amende. En France, ça a été l'essai du PLFSS article 70 de 2013, sur lequel il y a eu beaucoup de littérature considérable. Comment mettre un tel système en France avec une sorte d'amende sur le PMSI, sur les réhospitalisations précoces. Ça n'a pas vu le jour parce qu'on n'est pas mûr collectivement, suffisamment rationnel dans nos filières et parcours pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est quand même dans les tuyaux. Et aux États-Unis, en fait, ça a entraîné une réflexion sur comment, finalement, on fait une prise en charge pluriprofessionnelle dès l'hospitalisation pour permettre une sortie. Et là, par exemple, dans cette étude qui a été rapportée, on voit qu'on a une réduction des réhospitalisations lorsqu'on a une équipe pluriprofessionnelle. C'est les vétérans... C'est les vétérans qui sont Medicare, qui ont fait l'objet. Mais on n'a pas d'effet sur la DMS, par contre. C'est-à-dire qu'un système d'accompagnement fonctionnel n'est pas du tout un système qui réduit la DMS. C'est un système qui réduit les hospitalisations et qui améliore les prises en charge. Donc c'est tout le problème du soin transitionnel. Ce soin transitionnel, c'est cette frontière-là qu'il va falloir franchir avec succès. Et qu'on doit prendre en charge dès le début de la filière. Ces procédures transitionnelles ont fait l'objet déjà de papiers qui ont montré son intérêt, en particulier dans l'insuffisance cardiaque, où on a les plus beaux papiers, avec des manières différentes de faire, de suivre, en visite à domicile, appel téléphonique, etc. Ces dispositifs non seulement s'occupent de la maladie, mais s'occupent aussi de la compréhension de la personne, sur sa maladie, l'adhérence thérapeutique, là, quand il s'agit d'insuffisance cardiaque. Et finalement, on se rend compte que quand c'est un médecin
qui est dans la transition, c'est plus efficace que quand c'est un non-médecin. Par contre, quand c'est un case manager, on a parfois une équivalence d'efficacité avec le médecin. Ceci est discuté, il y a très peu de papier. Il y a 2 expérimentations de systèmes avec médecins qui toutes les deux ont montré non seulement une réduction des réadmissions, mais même une réduction des DMS. Un peu comme si un modèle pluriprofessionnel était mieux pour les réadmissions et un modèle médical influençait sur les DMS, mais ça c'est quand même une conclusion peut-être hâtive. On a essayé de mettre en place au CHU de Nantes un système transitionnel où un gestionnaire de cas qui a été formé à la gestion de cas, travaillant avec une équipe gérontologique, équipe mobile et puis un médecin d'appui, prenait en charge la personne dès l'hospitalisation lorsqu'elle était considérée comme potentiellement bloquante. C'est les termes qu'on utilise. Voilà, on devient bloquant. Bloquant pour qui et pourquoi enfin, bon. Alors, on a essayé de voir si ce qu'on faisait, c'était inutile ou utile. Donc, on a fait une étude qu'on a appelée PROCOP, au Programme d'évaluation du bénéfice de la coordination du parcours patient en établissement de santé, en espérant pouvoir fêter les résultats dans l'établissement du même nom, et de voir si on avait un ratio coût-utilité, c'est-à-dire en se mettant directement sur un modèle, non pas je fais du bien à la vieille dame, mais est-ce que mon directeur va m'aimer ? Donc, on a fait une étude randomisée avec 50 patients tirés au sort dans un bras into the wild, comme d'habitude, et puis 50 patients qui ont cette coordination. Et alors, je suis heureux et ému de vous présenter pour la première fois les résultats, puisque les inclusions ont été finies en juin et que nous avons bossé cet été. Et voilà, à la louche, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre un tout petit gain de DMS sur le court séjour. On passe de 17 jours. Alors, c'est des patients en situation complexe, hein, ce n'est pas la DMS du service. Le service, on est à 9,3. Mais c'est en court séjour, quel que soit le court séjour, ce n'est pas que la géronto, des situations considérées, repérées comme complexes à l'entrée. On est à 17,6 jours avec la coordination parcours patient et 21 sans. Chez les patients qui sont passés en SSR, on passe de 33 à 37. En réhospitalisation, on est assez efficace, parce qu'il y a 34 réhospitalisations sans coordination et 23 avec. Par contre, ça ne concerne que 16 patients dans un bras et 19 dans l'autre. C'est-à-dire qu'on se met à se réhospitaliser, c'est une sorte d'addiction à l'hôpital. C'est toujours plus difficile à traiter. Et puis, le coût net en euros pour l'établissement, ben, ce n'est pas très intéressant en fait, parce que ça coûte un peu plus cher pour l'établissement quand il y a une coordination, parce qu'on a intégré tous les coûts. On a un laboratoire de sciences économiques qui est très très pointu, qui est arrivé à tout intégrer, y compris les plateaux repas. Et donc on arrive à 2156 € avec coordination et 2200 sans coordination. Et le coût net pour l'assurance maladie est plus intéressant. L'assurance maladie est un peu plus bénéficiaire. Et là, si on regarde le coût efficience, c'est-à-dire en regardant la qualité des soins, la qualité ressentie par la personne du service qui lui a été donné, et d'autre part les coûts, et là on s'aperçoit que pour l'établissement ce n'est pas intéressant, parce que pour gagner un point quali, il faut dépenser 107 000 €, alors qu'en assurance maladie, un point quali en plus, eh bien, on économise 30 000 €. C'est là qu'on voit que ces dispositifs de coordination, c'est intéressant en termes de macroéconomie sur le parcours. Par contre, ce n'est pas vendeur sur un établissement. Et là, c'est le nuage de points. Alors, on voit mal, mais vous avez ici, c'est efficace, c'est inefficace. C'est économique, c'est pas économique. Non, c'est économique, c'est pas économique. Et on s'aperçoit qu'en gros, on a un nuage de points qui est plutôt orienté vers l'efficacité et plutôt vers l'économie, mais on a un trop faible nombre de sujets pour pouvoir le démontrer de manière complète. Et il va falloir intégrer cela avec la mutation qui est attendue de la démographie, mais aussi
les cartes qui vont être rebattues avec le problème de démographie médicale, les possibilités de surveillance à domicile, et puis l'évolution des normes ISO qui bougent énormément en ce moment. Et donc, je pense que ce modèle-là transitionnel doit continuer à être étudié de manière très sérieuse, donc humble, puisqu'on n'a pas forcément les résultats qu'on attend, et que repenser le paradigme hippocratique en modèle fonctionnel, ça va d'abord être un chamboulement, je pense, dans nos têtes plus profond qu'on ne pense, et puis dans les formations, donc c'est un long voyage.